Eh ben, merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à notre invitation. C'est vrai que cette conférence on organise dans un contexte un peu particulier, puisqu'il y a toutes les manifestations sur l'Algérie et actuellement il y a la manifestation pour soutenir le peuple algérien. Du coup, il y a beaucoup d'Algériens, il y a beaucoup de militants, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par cette question-là. Mais bon, normalement, il va arriver après. Bon, là, déjà, on a une demi-heure de retard. Je pense qu'on va quand même commencer, même si les gens arrivent après. Je voulais avant tout remercier Nasser Arbous d'avoir accepté notre invitation. Et ça fait déjà un moment qu'on a réfléchi au sein de Forsam à organiser une conférence sur cette question-là. L'année dernière, on avait invité Sam Shakar. C'était normalement une conférence de mémoire, normalement c'était pour le 14 avril. Finalement, pour des raisons de santé, on était obligé d'annuler puisqu'il n'a pas pu venir. Du coup, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je tiens aussi à remercier les responsables de l'espace Bansal qui nous ont permis aujourd'hui de faire cette conférence et ils ont mis à notre disposition cette salle. Et cette conférence, elle est organisée en partenariat avec Coup de Soleil et Coup de Soleil Rhône-Alpes. Coup de Soleil Rhône-Alpes, c'est une association qui travaille beaucoup sur des échanges culturels, artistiques, littéraires avec l'Algérie. Et maintenant, de plus en plus, ils font aussi des activités avec les autres pays, le Maroc, la Tunisie. Voilà. Et le Forsam, bien sûr, qui porte cette conférence, Forum de solidarité euro-méditerranéenne. Alors, j'ai surtout lire le texte que tu nous as envoyé pour la présentation, puisque tu as fait un texte qui est assez clair, assez distinct. Alors, Nassera, bien sûr, c'est une chercheuse dans le domaine des études berbères, mais c'est surtout aussi une militante aussi pour cette cause-là, pour la question berbère, pour la cause berbère, pour les langues berbères. C'est une chercheuse qui a beaucoup travaillé sur le domaine berbère avec Sam Shakar. Et effectivement, Sam Shakar, c'est Sam Shakar, quand on l'avait invité en 2014 et l'année dernière, quand on l'a invité, mais malheureusement il n'avait pas pu venir, il nous a parlé de tes travaux. Voilà. Et il nous a dit que ça serait bien de l'inviter aussi. Voilà. Alors, Nassera Arbous, docteur en linguistique, berbérisante, chercheur associé à l'ERAM, alors Maison méditerranéenne des sciences de l'homme à Aix-en-Provence. Elle a effectué un DEA de linguistique à l'ENALCO. L'ENALCO, effectivement, Sam Shakar était directeur de l'ENALCO. Actuellement, elle est membre active depuis 2009 d'une équipe de recherche interdisciplinaire sur le champ berbère, dirigée toujours par le professeur Sam Shakar. Alors Sam Shakar aussi qui a été directeur de ta thèse, que tu as soutenu en 2017, toujours sur ce thème-là, sur l'enseignement du berbère au Maroc et en Algérie, avec une analyse comparative. Elle est également chargée de la coordination de la recherche scientifique transversale au sein du CNRS. Voilà. Nassera, depuis maintenant de nombreuses années, elle travaille sur les thématiques de langue minorée, sur l'aménagement linguistique berbère,
Elle s'intéresse particulièrement aux politiques linguistiques des États du nord de l'Afrique, à la glottopolitique, à la dialectologie, au domaine de l'oralité, de l'écriture berbère contemporaine. Alors, elle a publié plusieurs articles scientifiques sur l'enseignement du berbère. Alors, ces recherches croisent d'autres outils des sciences humaines et sociales, notamment l'anthropologie, les sciences politiques, la sociodidactique et les études de genre en Méditerranée. Voilà. Et bien sûr, c'est ce que j'ai dit aussi au départ, c'est une militante aussi, puisqu'elle est très engagée sur la défense de la culture, de la langue berbère et des droits des peuples autochtones, des peuples berbères. Voilà. Sans tarder, je te laisse la parole. Encore un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Zulf Laouen, quelques petits mots Stagina, comme on dit, je m'excuse auprès des autres, mais j'en fais peut-être un petit rituel. استنمر في إيدي سولة نكينا دمسلي عظيم غفيني شغلة كل تقريبي في تمازيغ دوس المدينس. Je remercie l'équipe de français de m'avoir invité à cette rencontre, à cette conférence débat. C'est toujours un plaisir de partager nos résultats, nos travaux, nos idées, nos préoccupations avec un public diversifié, avec des acteurs associatifs qui ont porté très haut beaucoup de causes et qui ont surtout ouvert des espaces de débat qui peuvent croiser des questions, qui peuvent croiser des courants idéologiques, qui peuvent croiser aussi des résultats scientifiques qui permettent, comme aujourd'hui, de les valoriser, de les mettre à la portée du grand public. Donc je vous remercie infiniment, je connais votre travail depuis de nombreuses années, même si je n'ai jamais eu la possibilité de venir assister à quelques sessions de travail. Votre œuvre autour de la Méditerranée sur le dialogue entre les peuples et les cultures est connue aussi. Et c'est un honneur pour moi de venir aujourd'hui, dans un cadre extra-académique, évoquer les questions qui intéressent beaucoup de monde, même si, a priori, elles peuvent paraître techniques. C'est vrai, dans un premier temps, je ne sais pas si j'étais à la place du grand public, je vois afficher une conférence sur l'enseignement du berbère, ça ne répond pas tout de suite à nos questions. On peut se dire... Est-ce que l'on va parler de comment est enseigné le berbère, de qu'est-ce qu'on enseigne, ou est-ce que l'on parle de pédagogie? Ce sont des premiers mots qui reviennent, ou bien on parle, on évoque qui c'est qui l'enseigne, comment ça se passe, qui l'a introduit, quels sont les berbères qui suivent cet enseignement, beaucoup d'idées préconçues, beaucoup de présupposés sur ce domaine, mais pour ma part, j'ai abordé ce travail depuis le début comme étant un outil académique pour à la fois évaluer une politique linguistique, pour évaluer le cheminement, le parcours d'un mouvement revendicatif, pour discuter la nature et la capacité d'implication des acteurs sociaux individuels et collectifs, et aussi évoquer des questions hautement techniques et qui semblent peut-être secondaires, qui sont les questions des outils d'enseignement, de l'écriture. Donc ce sont autant de débats qui permettent de... donc c'est autour de tous ces éléments-là que je vais essayer de rendre accessible à un grand public, que l'on va discuter. Comme on avait parlé avec Zahir, on avait dit qu'on allait favoriser le débat, donc j'essaierai de ne pas être très longue. Je jette, comme on dit,
des thématiques avec des illustrations, puis je vous inviterai peut-être à en discuter si vous souhaitez découvrir ou comprendre quelques aspects qui paraissent peu clairs. Donc pourquoi aujourd'hui parler de l'enseignement du berbère à un moment où, par exemple, vous revenez d'une manif, il y a un ensemble d'événements qui sont caractérisés par un grand engouement, qui mobilisent la société autour de questions hautement politiques et importantes en Algérie, mais aussi au Maroc. Ce sont des pays qui vivent de grands bouleversements de par l'ouverture qui a été mise en place par les modes de gouvernance. C'est-à-dire, on est passé, en mettant l'enseignement dans le champ institutionnel et le champ public, on passe d'un état de totale négation à un état de reconnaissance. On l'appellera ainsi dans un premier temps. Il s'agit d'une reconnaissance. Pourquoi ? Parce que les aspects constitutionnels et juridiques arriveront plus tard. Donc, ce parcours de délégitimation de la question berbère est connu de beaucoup. Certes, il s'incarne dans l'arabisation intense et peut-être structurée qu'ont vécu ces populations berbères. C'est également l'absence de la langue berbère dans le champ public. On parle de la négation des langues du peuple, mais je tiens à rappeler que la seule langue qui était interdite dans le champ institutionnel, c'était le berbère, puisque l'arabe dialectal, dont on parle comme étant une langue marginalisée, ne l'était pas, puisque les présidents eux-mêmes s'exprimaient parfois en arabe dialectal à la télé. Donc on essaye de ramener le débat aussi autour de ça. Donc le berbère était complètement absent de ces champs-là, et l'enseignement ramène cette langue dans le champ institutionnel, mais aussi social. Non seulement il s'agit d'une reconnaissance, mais aussi de la mise en avant d'un phénomène inédit face à une société qui peut-être n'était pas préparée. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On peut dire que cette reconnaissance était peut-être un projet social. Vous le pensez peut-être ou pas. Donc, selon les approches théologiques desquelles bénéficie le traitement de ce dossier, il peut être un projet social, mais il peut être aussi, pour l'Algérie, on parle de réussite d'une pression sociale, ce que les sociolinguistes appellent tout simplement la demande populaire ou la demande sociale. Elle est incarnée par des mouvements de contestation, une fronde, qu'elle soit menée par une région ou par plusieurs, ou par un groupe, qu'elle soit élitaire ou élitiste. On peut dire que dans un premier temps, beaucoup aussi abordaient la question de la revendication culturelle berbère comme étant élitiste. Il est clair que le fait que les universitaires qui ont pris en main la mise en discours du mouvement culturel berbère fait de ce mouvement un mouvement élitaire. Je ne dis pas élitiste, puisque la diffusion du discours du mouvement culturel berbère est passée dans la société, il a été adopté par les populations, sachant que le travail de beaucoup d'acteurs militants a préparé cette société à recevoir ce discours, la mise en discours de ce mouvement de contestation. C'était l'Académie berbère qui a fait un travail immense, et moi-même je fais partie de cette génération qui a reçu des documents de l'Académie berbère, et la sensibilisation à la nécessité de travailler sur cette langue a commencé avec les travaux
quand bien même ils ne sont pas académiques, les travaux de l'Académie berbère, le travail de sensibilisation a été très très important. Donc je reviens à l'idée qu'en Algérie, il s'agit peut-être d'une réponse rapide à la demande qui devenait très très importante. Dans le cas du Maroc, on parle de questions de gestion de la demande sociale. Il est clair que les porosités existantes entre les populations ont mis en place, on peut dire, des passerelles de communication et de militance entre les deux peuples. Beaucoup de berbérophones et de militants berbéristes circulaient idéalement entre l'Algérie et le Maroc. Les documents étaient échangés assez facilement. Paris constituait un lieu de rencontre où s'échangeaient aussi ces modes de lutte. Donc pour le cas marocain, on peut parler peut-être d'une volonté de devancer la demande populaire pour éviter des avril 80, pour éviter des printemps de Kabylie 2001, parce que l'enseignement au Maroc a été mis en place en 2003, rappelons-le. Donc il y a eu des mouvements de solidarité. Donc ces interconnexions dans la militance, mais aussi, j'ai appelé ça dans mes travaux une forme j'ai caractérisé de rivalité mimétique. C'est un terme du domaine de la psychologie pour dire qu'il y a une forme de rivalité entre dans une relation quasi passionnelle entre deux États qui s'aiment et qui se détestent, et la question berbère est un dossier, comme le dossier du Sahara occidental ou autre. Donc, et ça continue de l'être. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le lit socio-politique ou socio-culturel qui a précédé la mise en place de l'enseignement du berbère. Donc si pour l'année du boycott pour l'Algérie a été l'élément déclencheur, puisque l'enseignement a été introduit dans les écoles en Algérie au moment du boycott scolaire, ce qui veut dire en avril 1995. Le berbère n'était ni langue nationale, ni langue officielle. C'est très important de retenir ces éléments-là. Aucun élément juridique ne permettait d'envisager un enseignement de berbère dans les écoles. C'était une réponse immédiate. On peut dire que c'est une instrumentation, peu importe les lectures qui peuvent se développer. Retenons que c'est une réponse immédiate. Dans le cas du Maroc, il y a eu une rencontre autour de ce qu'on appelle la charte d'Agadir qui a réuni des acteurs associatifs, mais cette charte a été menée par des éléments académiques marocains qui sont connus comme étant des acteurs aussi institutionnels et qui n'ont pas le même ancrage social que ne l'étaient les acteurs politiques qui ont revendiqué le berbère en Kabylie, toutes tendances confondues. Donc, dès l'introduction du berbère dans l'enseignement en Algérie, qu'est-ce qui se passe? Rentrée 95. On se retrouve dans une situation d'improvisation totale, puisque les dispositions juridiques n'étant pas claires, les dispositifs n'allaient pas l'être non plus. On met en place le HCA, le 22 avril 1995, qui est chargé de mettre en place les dispositifs nécessaires pour mener l'opération d'introduction du berbère dans l'enseignement. Qu'est-ce qui se passe? On fait appel aux acteurs sociaux collectifs pour mener la campagne de recrutement des enseignants. Au Maroc, on parle d'une généralisation immédiate. La différence se situe où? Cela va nous permettre de comprendre ce qui va suivre. En Algérie, on introduit le berbère dans les collèges,
ce qui suppose que c'est censé être une matière à part entière. Au Maroc, on commence par l'école primaire, ce qui suppose qu'on a affaire à un instituteur qui va dispenser cet enseignement parmi tant d'autres. C'est une proportion de sa quotité horaire qui sera consacrée aux Berbères. Donc là se pose pour les deux pays le problème de la formation des enseignants. Donc on se retrouve après les dispositions hâtives de constitution, de commissions interministérielles pour gérer cet enseignement tant au Maroc qu'en Algérie, puisque au Maroc c'est l'IRCAM qui a été en charge de plusieurs points. L'IRCAM est en charge d'accompagner l'introduction du berbère dans l'enseignement, mais surtout, retenons-le, de mettre en place l'équipement linguistique. Qu'est-ce qu'on désigne par l'équipement linguistique? C'est-à-dire choisir la langue à enseigner, ou bien produire une langue enseignable à partir des dialectes existants au Maroc. C'était le rôle de l'IRCAM. Côté algérien, en 1995, nous sommes face à une indécision totale. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va enseigner. Mais les premières notifications ministérielles évoquent l'enseignement de tous les dialectes. On s'adapte aux réalités socio-linguistiques et on met en place un enseignement de tous les dialectes. Qu'en est-il du Maroc? En attendant que l'IRCAM puisse mettre en place cette langue appelée le berbère marocain, ce qui veut dire produire une langue à partir d'une standardisation, il en résulte qu'au Maroc aussi, on enseigne dans les dialectes existants, disons du moins dans une première étape. Donc parmi les dispositions, on parle du HCA, de l'IRCAM. Donc nous avons deux organismes chargés de cet accompagnement. Bien sûr, la composante de ces organismes n'est pas la même. L'IRCAM recrute beaucoup de chercheurs pour rendre effective la notion de la standardisation de la langue et la fabrication d'outils de manuels d'enseignement. Le HCA, moins doté de ressources en termes de recherche et de production académique, fait appel à des enseignants de l'université de Tizi Ouzou et de Béjaïa pour encadrer les premiers stages, va très vite être impliqué dans une commission interministérielle avec l'enseignement, avec l'éducation nationale algérienne pour poursuivre l'introduction de cet enseignement. Qu'est-ce qui se passe au niveau des effectifs de départ? En Algérie, nous assistons à une forme de proportionnalité, comme on en voit dans les proportionnelles intégrales des systèmes de gestion démocratique. On se retrouve avec un plus grand nombre d'enseignants en Kabylie, et ensuite dans le domaine chaoui, mozabite, et ensuite touareg, et quelques enseignants dans les zones géographiques où le berbère n'est pas très pratiqué. Mais en fait, il ne s'agit pas du critère de berbérophonie, c'est surtout, pour rester dans cette logique de réponse à une pression sociale, ces Kabyles-là qui ont boycotter l'école une année, il faut bien qu'on réponde à leur attente. Donc 80 enseignants pour commencer, c'était déjà beaucoup face aux 5 enseignants qu'on met dans une ville comme Khanchla ou Gardaïa. Donc on voit très vite que la chose est déjà politique. Et on parle de patrimoine national. Déjà la charte nationale de 1986 parlait de nos ancêtres les berbères et de la langue comme patrimoine. On met en place un discours qui patrimonialise la langue berbère. Il n'a pas fallu attendre uniquement l'enseignement du berbère. Mais dans ce cas-là, comme par hasard, le berbère est introduit dans les zones berbérophones. Qu'est-ce qu'on lit dans cette démarche?
une réalité qui met en place une forme de raisonnement par ethnicisation de la question berbère. On fait tout pour désethniciser au niveau des discours portés par les mouvements culturels berbères. Bien évidemment, vous allez le voir, je vous renvoie au séminaire de Yakouren. Le séminaire de Yakouren, on voit la mise en projet d'enseignement de berbère, mais on commence par l'arabe dialectal. Les militants du mouvement culturel berbère eux-mêmes, si on lit uniquement ce document, on perçoit presque une égalité entre les deux langues. Et bien sûr, cet effort de désethnicisation a été neutralisé par la focalisation sur les zones berbérophones en Algérie. Au Maroc, on parle de généralisation totale, horizontale et verticale. Qu'est-ce que cela veut dire? Horizontale à l'échelle nationale, verticale sur tous les niveaux de l'enseignement, du primaire, collège, lycée. Mais qu'est-ce qui se passe? La capacité de répondre à cet enseignement, les ressources existantes, elles étaient où? Au Maroc aussi. Elles se sont manifestées dans les régions berbérophones. On a des régions comme le Souss ou bien le Maroc central, du côté du sud-est du Maroc, où il y a eu une activité militante assez intense, une réponse quasi immédiate à cet enseignement. Dans les autres cas, mes investigations, les toutes premières, rendent compte de l'existence d'enseignants arabophones qui sont chargés de cet enseignement. Puisqu'un instituteur qui est sur son poste dans une école primaire dans une région au Maroc, on ne va pas lui dire vous quittez votre poste, vous allez laisser quelqu'un enseigner le berbère. Qu'en est-il des autres matières? Donc ils se retrouvent devant un fait accompli. Ils sont en charge d'enseigner une langue qu'ils ne parlent pas, de transmettre une écriture qu'ils ne maîtrisent pas. Donc je peux vous renvoyer à quelques-uns de mes articles sur l'enseignement. Ils sont disponibles sur Internet en accès libre. Je décris un peu cet enseignement de l'écriture et de la langue par des enseignants qui ne maîtrisent pas cette langue, mais aussi, autant pour l'Algérie, mais beaucoup plus pour le Maroc, la question de la formation des enseignants pose un très grand problème. Dans le parcours de disciplinarisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'un savoir académique qui existe, parce que 50 ans de travail académique et d'écriture de la langue berbère fournissent les ressources pour enseigner une langue classée maternelle, secondaire ou étrangère.